Nouvelle semaine, nouvelles opportunités. Cette semaine, nous allons parler de pas mal de choses, notamment aujourd'hui pour faire suite à mon émission de hier. Il y a eu des nouvelles par rapport à Poupette Kenza, il y a eu des nouvelles par rapport à Marie Garrett, il y a eu un update concernant Shanna et John. Vous allez voir que l'émission du jour va vraiment faire suite à celle d'hier. C'est comme une sorte de petit after. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'envoient de l'amour au quotidien et qui ont été là hier sous ma mise au point pour m'envoyer beaucoup de soutien et beaucoup de courage parce que comme je vous l'ai expliqué hier, ma voix part en couille et ça commence bien. Comme je vous l'ai expliqué hier, j'ai passé une semaine dernière assez compliquée niveau santé. Aujourd'hui, ça va mieux. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Quoi qu'il en soit, je serai évidemment là quand même pour vous tenir au courant des actualités. Je suis juste beaucoup moins présent sur les autres réseaux sociaux. Mais bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi. C'est pas moi la star du programme. Je vais tout simplement vous laisser liker, commenter avec le hashtag STT tout le long. Pour les nouveaux, je m'appelle Rudy. Je reviens sur les actus télé, people, influence. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Et pour les anciens, vous connaissez la tradition. On se prend un truc à boire. And let's get into the tea. Et moi, c'est du café noir, à peine bouillant, à peine chaud, c'est trop bizarre. Comme je vous l'ai dit, pas mal de suites par rapport à ce dont nous avons discuté hier. Nous commençons avec Poupette Kenza. On en parle beaucoup en ce moment. Aujourd'hui n'y échappe pas non plus. On le sait, à chaque fois qu'on la voit sur les réseaux ou qu'on voit son nom, il y a beaucoup de fois des choses à dire. Et dernièrement, entre le Festival de Cannes ou encore les polémiques autour de ses enfants, c'est vrai qu'elle prend quand même tarif sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez si vous suivez mes émissions, aux dernières nouvelles, c'est avec une cagnotte destinée à aider un orphelinat au Maroc qu'elle a refait polémique. Je vous l'ai expliqué, l'argent de la cagnotte n'aurait pas été restitué en intégralité par celui ou celle qui la gérait et par conséquent ça a fait parler sur les réseaux. Comme je vous l'ai dit hier, les médias parlent d'un trou de 66 000 €. Je vous l'ai d'ailleurs expliqué, mais même Booba a attaqué Poupette sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai aller voir Mix the Tea, mais en gros il disait que arnaquer un orphelinat c'était vraiment être démoniaque et comme je vous l'ai dit, je suis d'accord sur le fond mais pas la forme. Après, est-ce que Poupette est réellement coupable? On n'en sait rien. Mais ce n'est pas tout parce que comme je vous l'ai dit hier, je l'ai très brièvement expliqué, mais son compte Snapchat a été banni, il aurait sauté. C'est quelque chose qui apparemment serait maintenant de retour étant donné que j'ai vu également que son compte était revenu, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. D'après ce que j'ai lu, en gros, il aurait été fermé définitivement, mais d'après ce que j'ai vu, son compte était déjà de retour. Mais pour vous expliquer, Snapchat n'a pas du tout rigolé avec elle parce que son compte a été fermé pour cause de propos outrageux et insultants qu'elle a elle-même dit. En fait, elle est en train de se filmer, en train de se maquiller, quelque chose que je fais aussi souvent, et elle a commencé à parler, et elle a fini par dénoncer son mari. En effet, elle a dit que son mari avait participé aux émeutes qu'on voit un petit peu tous en ce moment en France par rapport à l'histoire tragique qui s'est passée avec Naël. Et Poupette Kenza a dit que son mari était aussi impliqué dans ces émeutes. Évidemment, je peux pas vous parler de ça sans réagir en quelques mots sur les émeutes qui se passent, sur tout ce qui se passe en France en fait, parce que c'est un petit peu mon travail. Donc même si on parle pas de télé-réalité, je tenais quand même à réagir par rapport à tout ça. Je trouve que ça va beaucoup trop loin parce qu'il y a des personnes, et je parle pas de tout le monde, qui utilisent la mort de cet adolescent pour vraiment casser la France, littéralement. J'ai vu des voitures qui brûlent, j'ai vu des magasins qui sont pillés, il y en a même qui mettent des affiches sur leur magasin ou leur voiture en disant qu'ils n'ont pas d'assurance, que c'est leur seul moyen de revenu, s'il vous plaît, ne brûlez pas ça. Et en vrai, quand je vois la situation qui est en train de se passer en France, honnêtement, ça me fait peur et je comprends qu'il y a des personnes qui veulent faire justice eux-mêmes pour Naël, mais en organisant des marches, en organisant des choses pacifistes en fait, mais il y a quand même des personnes, de nombreuses personnes, qui sont en train de casser la France, casser les villes, et c'est quelque chose qui personnellement me fait énormément peur. Je crois qu'on y revient au cours de l'émission ou dans celle de mercredi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait assez flipper. Pour en revenir sur Poupette, elle va assez loin dans ses déclarations parce qu'elle dit que son mari aurait incendié un camion de policiers. Et vous voyez, rien que ça, pourquoi est-ce qu'on va incendier un camion de policiers? Ce sont des propos qui ont été déplacés, surprenants et qui ont choqué sa communauté. Et très vite, elle a supprimé la vidéo, mais j'ai pu la retrouver et elle est d'intérêt public étant donné qu'elle est absolument partout. Je vous la diffuse. Alan, là, quand il va se réveiller, je vais lui faire une petite leçon de morale parce que ils ont retourné son quartier hier. Il est rentré à 6 h du matin. L'état du quartier est scandaleux. Ça fait trop mal au cœur parce que en fait, moi les filles, je suis pas d'accord avec le fait de tout. Je suis désolée, mais je veux juste bouger les choses. C'est pas tout le monde qui a. Les filles, ils ont brûlé un camion, il y avait des poulets dedans. J'ai vu les photos, ça m'a âme sensible, ça peut se venir. Je suis choquée.
Malgré le fait que Poupette ait supprimé sa vidéo story assez rapidement, Snapchat, eux, l'ont vu et par conséquent, ils ont décidé d'agir immédiatement et ils ont banni définitivement le compte de Poupette. Apparemment, il n'y avait pas de retour possible et elle devait se concentrer uniquement sur son compte Instagram. Aux dernières nouvelles, comme je vous l'ai dit, j'ai vu des blogueurs et Poupette elle-même dire qu'elle était de retour sur Snapchat, donc le ban a été assez rapide et je trouve ça dommage parce que du coup, c'est pas vraiment une punition, c'est juste regarde, on te bannit, mais en fait, non, t'inquiète, tu peux revenir. Je trouve que les plateformes agissent et c'est cool, mais je trouve aussi qu'elles agissent pas forcément en adéquation avec la gravité des propos tenus ou du contenu qui a été posté. Moi je trouve ça super grave de dire que son mari a été incendié un camion de policiers, surtout à des millions de personnes, que ça peut inciter si jamais ils sont aussi dans un mood de casseurs, et je trouve ça vraiment dommage en fait. Et je sais très bien que le sujet Naël et le sujet de ce qui se passe en France c'est extrêmement touchy, mais moi je suis désolé, je suis absolument pas d'accord avec le fait de casser le pays pour se faire entendre, surtout que je suis sûr à un nombre incalculable de pourcents qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent juste ça en fait pour faire valoir leur rage et qui n'a rien à voir avec l'adolescent. Et honnêtement, moi aussi je trouve que ce qui s'est passé avec Naël c'est absolument horrible, mais je sais pas, j'aurais pas l'idée de me dire je vais aller détruire des magasins ou incendier un camion de police. Quoi qu'il en soit, je comprends pas trop Poupette du fait d'avoir parlé de ça en fait en story. Je comprends pas trop à quoi ça a servi à part attiser de la polémique et une visibilité sur elle. Donc c'est des questions qui sont à se poser, mais je voulais quand même vous en parler pendant STT. Très rapidement, mais je complète un petit peu ce que je vous ai dit hier sur Marie-Gareth. Comme je vous ai expliqué, elle vit un coup dur en ce moment, étant donné que le mercredi 28 juin, elle a été dans les grands titres des médias parce qu'elle a été interpellée par des policiers à Alès. Merci de m'avoir corrigé sur ma prononciation. Et elle a été mise en garde à vue après avoir conduit sous l'usage et l'emprise de stupéfiants. Évidemment, je fais une petite prévention, surtout avec l'été et les festivals qui arrivent. La drogue, c'est non, c'est extrêmement grave, vous pouvez tomber dans un cercle vicieux, mais vous pouvez aussi ne jamais vous en sortir. C'est quelque chose qui est très compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire qu'il y a des drogues qui sont moins fortes que d'autres, mais je pense que ça dépend de chacun et de sa perception de chacun par rapport aux substances. Donc je fais quand même de la prévention pour les plus jeunes, ça peut s'avérer être très dangereux. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Marie-Gareth, une fois que les policiers ont vu un conducteur suspect, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont décidé d'interpeller le véhicule. Ils arrivent côté conducteur, ils tombent sur Marie-Gareth et elle a dû se soumettre à un dépistage de stupéfiants. Ce dépistage s'est avéré être positif, donc Marie-Gareth avait consommé et lors de son audition, elle a donc avoué avoir consommé de la cocaïne. Encore une fois, la drogue, c'est non, et en plus en voiture et en conduisant je pense que c'est d'autant plus grave, donc ça peut vraiment comme ici poser problème, et en plus de ça c'est illégal. Surtout qu'on rappelle que dernièrement quelqu'un qui a posé problème avec toutes des histoires de drogue etc. C'est quand même Pierre Palmade, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, et moi je pense que ça devrait servir d'exemple pour justement dire que la drogue fait des ravages. Suite à ça, les policiers ont donc décidé de faire une perquisition. Ils ont perquisitionné chez elle, je rappelle que Marie-Gareth est infirmière, et chez elle, ils ont trouvé 10 grammes de cocaïne et 15 grammes de MDMA. Ce sont des quantités qui sont quand même assez grandes, et surtout qui montrent que soit Marie consomme, soit Marie revend. Donc la sanction est tombée assez rapidement, et Marie-Gareth a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve. Son permis de conduire, lui, est suspendu pendant 6 mois, et je réagis parce qu'en parallèle, on avait eu toutes ces rumeurs venant de Aquababe disant que Marie-Gareth consommait des stupéfiants, qu'elle n'était pas forcément dans un état assez correct en ce moment. Tout le monde a dit ce ne sont que des rumeurs, Aquababe dit tout le temps que de la crotte de cheval, j'ai envie de dire, et finalement ça s'est avéré être vrai. C'est quelque chose qui est assez grave, donc j'espère que ça va pouvoir l'aider à s'en sortir, à se sortir de ça, peut-être prendre un professionnel pour se sortir de ça. Je terminerai par dire que c'est vraiment grave en fait les drogues, que ça peut vraiment détruire ton quotidien. Faites super attention à vous et prenez soin de vous. Je vous tiendrai au courant des news, mais pour le moment, je pense que Marie-Gareth passe vraiment un sale quart d'heure. Vous le savez, Shanna et Jonathan sont souvent dans les bad buzz, et surtout parce que les internautes les accusent assez régulièrement de choses qui sont parfois infondées. On fait un petit peu de contexte peut-être. Ils sont en couple depuis un moment, ils ont annoncé la naissance de leur bébé Luca le 27 novembre dernier, une grossesse qui a été extrêmement compliquée comme je vous l'ai déjà expliqué, et depuis tout ça, ils filment leur quotidien familial et ils partagent tout sur YouTube notamment. C'est un peu leur propre télé-réalité, comme je vous ai déjà expliqué, c'est quelque chose qui déplaît énormément à pas mal de internautes en fait, parce que ils disent qu'ils montrent tout, qu'ils en font trop, qu'ils sont pas obligés de se filmer en train de se disputer, qu'ils sont pas obligés de se filmer en train de faire ça, mais en fait je pense que Shanna et John voient vraiment ça comme c'est leur télé-réalité, c'est-à-dire qu'il y a juste une caméra qui est posée ou un iPhone, peu importe, et ils filment absolument tout, ils font un montage et ils postent. Ils se prennent un petit peu comme la production d'une télé, mais la télé c'est eux.
Aux dernières nouvelles, comme je vous l'ai raconté hier, Jonathan aurait été drogué et ils ont aussi révélé avoir refusé de participer à la deuxième saison des 50, un refus qui est directement lié au staff, à la production, parce que le couple a déclaré ne pas aimer la manière dont les productions, notamment la production des Marseillais, gèrent un petit peu l'écran. Ils ont dit qu'ils mettent uniquement en avant les Marseillais et qu'en gros, si tu fais pas d'embrouille et que tu crées pas d'histoire autour d'eux, tu n'es pas mis en avant. Donc malheureusement, on ne les verra pas au casting des 50 saison 2. Par contre, je pose ça là, je crois que j'ai à peu près 25 ou 30 noms des 50, on en parle mercredi, abonnez-vous. Quoi qu'il en soit, Shanna et Jonathan continuent de poster et les internautes continuent de leur tomber dessus. Aux dernières nouvelles, comme je vous l'ai expliqué également, John a partagé la vidéo d'un bébé, un bébé qui est à la piscine en fait et il est en train de suivre un cours de je ne sais plus exactement le nom, mais avec John et en gros tu immerges le bébé dans l'eau et ça l'aide un petit peu à apprendre à nager. C'est une technique que j'ai lue était nouvelle, que vous m'avez dit qu'il n'y a absolument pas nouvelle et c'est absolument pas de la maltraitance. Donc merci d'avoir expliqué ça dans les commentaires. Tout simplement parce que les internautes ont accusé John de maltraiter son bébé et de vouloir le noyer. Et honnêtement, je réagis par rapport à vos réactions en commentaire, mais vous avez été tellement nombreux à dire que non, il le maltraite pas, que non, il essaie pas de le tuer, que cette technique, elle existe depuis 1000 ans et que juste c'est une technique qui peut aider les bébés à mieux assimiler le fait d'apprendre à nager. Et il y a aussi 2-3 témoignages dans mes commentaires que j'ai vu revenir qui m'ont dit que ils auraient aimé que leurs parents leur fassent ça parce qu'aujourd'hui ils auraient peut-être un peu moins peur de nager et un peu moins peur de l'eau, comme quoi ça peut vraiment aider. Donc j'ai trouvé ça très beau en fait de voir ma commu venir partager des témoignages etc. et expliquer que non, ce n'est pas pour maltraiter un enfant et que oui, c'est pour l'aider. Et une chose que Jonathan avait dit avant ça, c'est qu'il ne se laisserait plus faire et il avait averti les abonnés et notamment les haters en disant que maintenant il ne laisserait plus rien passer et visiblement c'est ce qu'il a fait. En effet, il avait dit que la moindre accusation sera maintenant réglée au tribunal et il a décidé de porter plainte contre un blogueur, Navid Cherche. En effet, Navid Cherche avait accusé Jonathan d'être un mauvais père et il avait suggéré que la garde de Luca doive sauter de ses parents. Et face à ces propos qui sont extrêmement injurieux et extrêmement choquants, notamment quand tu as une communauté, que par conséquent ta communauté peut aller envoyer de la haine à Jonathan et à Shanna par la même occasion, il a décidé de porter plainte et il a porté plainte pour diffamation et dans une publication Instagram, il a publié le procès verbal. J'ai failli faire tomber ma tasse, on va se calmer. Et d'ailleurs, vous m'avez fait pas mal rire parce que quand j'avais vu le procès verbal, je l'avais remis en story et étant donné que je ne poste absolument plus de story pour le moment pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me forcer en fait, eh bien, il y a des gens qui ont cru que j'avais eu un procès verbal contre moi, qu'on avait porté plainte contre moi, alors que non, pas du tout, c'était bel et bien celui de Shanna et John. Et du coup, dans sa story, il a laissé encore une fois passer le message qu'il ne se laissera plus du tout faire et que maintenant, dès qu'il y aura quelque chose de ce genre, ça ira directement en procédure judiciaire. Il en a aussi profité pour rappeler que le harcèlement en ligne est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende, donc ce n'est pas rien. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il a eu raison de porter plainte et de le montrer parce que ça peut peut-être calmer les gens, ça peut peut-être calmer les internautes qui sont méchants envers eux et surtout en fait on se laisse pas faire, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas parce que tu postes du contenu que tu peux te faire insulter dans tous les sens. J'espère sincèrement que ça pourra servir d'exemple pour la suite et pour celles et ceux qui s'amusent à diffamer et à mettre des injures sur les réseaux sociaux. S'il y a des news par rapport à ça, encore une fois je vous tiendrai au courant, mais je pense que c'était important d'en parler. Là, c'est trop. Retirer la garde de mon fils, je vais au poste de police, je vais porter plainte et je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. Demander à ce qu'on nous retire la garde de notre enfant. Il a incité les gens à estimer comme lui qu'on mériterait, ma femme et moi, de nous retirer la garde de notre enfant. Sachez que maintenant on va plus rigoler, ça sera avocat, police, tribunal. Comme à chaque fin d'émission, j'aime bien faire un petit récap et surtout vous parler de l'après-émission, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qui est encore ensemble, etc. Et comme vous le savez, le vendredi 30 juin a eu lieu la fin de la Villa 8. On rappelle que cette saison a été un petit peu un signe de renouveau, étant donné que la production a appelé 14 célibataires anonymes pour rencontrer Lucie et pour qu'elle les aide. Et depuis le 3 avril, c'était une diffusion qui a été là, mais qui n'a pas vraiment conquis tout le monde, parce que les audiences n'ont jamais dépassé les 130 000 140 000, ils ont eu des audiences assez stables entre 100 000 et 130 000. Aujourd'hui, je vous parle de l'après-émission, mais également d'une petite rétrospective. Comme vous le savez, ils ont vraiment essayé de jouer l'inclusivité, notamment en ramenant des personnes de la communauté LGBT. Je pense à Geronimo, qui est
Je pense à Solène et aussi à Anouchka qui n'ont pas forcément de préférence entre les hommes ou les femmes et qui vont plutôt s'intéresser à une personne. Il y a aussi le frère de Benjamin Samat qui lui est homosexuel. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment joué la carte de l'inclusivité, hein. Oula, je me remets mal. C'est quelque chose qui a pu déplaire mais qui personnellement moi m'a plu parce qu'on a vraiment eu beaucoup de représentations et je trouvais ça plutôt pas mal de le ressouligner. Comme vous le savez, dès les premiers jours de tournage, on a aussi eu un couple qui a un petit peu suscité de la curiosité mais pas forcément dans le positif, plutôt dans le sens du est-ce qu'ils sont là en machination et en manipulation. Je parle de Raya et Yanis. Ils se sont fait des crises de jalousie sur le tournage, puis finalement ils ont dû partir parce qu'il y a eu une faute d'honnêteté et aujourd'hui ils sont ensemble toujours dans la vie hors tournage. Hier j'ai regardé l'interview de Rosanna chez Samzira. Et ce qu'elle dit à l'intérieur, c'est que Raya et Yanis ne sont pas du tout des fausses personnes, que ce sont juste des gens qui s'aimaient mais qui ne savaient pas trop comment se le dire. On verra bien ce qui se passera par la suite. Et comme je vous l'ai dit, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. On a également eu Amandine et Freeman qui n'ont jamais arrêté de se tourner autour mais qui ne sont jamais mis ensemble. On a aussi Jeanne qui s'est mise avec Samy et aujourd'hui ils sont séparés d'ailleurs. Donc on peut se poser une question, qui est encore en couple ? En première place, je nomme Laura et Lucas, évidemment le couple de Payne, ils sont toujours ensemble et ne se quittent plus depuis qu'ils ont arrêté la villa, ils filent le parfait amour. Amandine et Freeman, eux, ont essayé, malheureusement ça n'a pas marché, ils se sont revus après l'émission mais rien à y faire, ils ne sont pas ensemble. Amandine en parallèle a été aperçue plusieurs fois avec Bastos, il y a eu pas mal de rumeurs par rapport à ça, il ne s'est rien passé entre les deux, donc ce n'était que des bons amis. À côté de ça, on a Geronimo qui a eu un béguin pour son prétendant mais aussi ex Pharrell, aujourd'hui ils sont toujours ensemble. Pareil pour Jérémy Samat qui est toujours en couple avec Benjamin, un prétendant qu'il a rencontré dans son aventure. D'ailleurs je trouve que ce sont deux couples qui sont très beaux. Et enfin Arthur et Rosanna, le couple qui a un petit peu bercé toute l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont toujours ensemble? Malheureusement non, ils étaient ensemble en sortant de l'émission, ils avaient vraiment trouvé une sorte d'équilibre, ils étaient vraiment sur un bon chemin, mais malheureusement Rosanna a appris que Arthur a fauté en booking, il y a eu des caméras et tout, bref il y a des images qui sont sorties, Shayara a tout sorti avec l'accord de Rosanna, travail de blogueur que je respecte, je préfère quelqu'un qui va demander l'accord à la personne avant de faire son travail, surtout quand ça touche la vie privée et encore plus des nouveaux candidats, que juste balancer les choses. Donc je remercie Shayara pour ça, Rosanna lui avait donné l'autorisation et je vais vous laisser écouter Rosanna mais c'est terminé. Bon les gars, comme vous pouvez le constater, j'annule le live de TikTok. Pour ceux qui ont vu la story de Shayara TV, il s'avère que oui, Arthur et moi nous étions en couple depuis la villa. Je sais même pas comment faire ce genre de story, je savais pas qu'il fallait... désolée, je sais pas comment il faut vous l'annoncer en fait. Je viens d'apprendre un truc de ouf, donc je sais pas trop comment vous dire ça en fait. Oui, Arthur et moi on était ensemble, mais du coup on n'est plus ensemble. Voilà, au vu de la story de Shayara. Pour ce qui est de mes amis m'avaient tenu au courant parce qu'ils avaient reçu des messages concernant cette soirée-là. À savoir, Arthur et moi étions en train de discuter dans un groupe d'amis, etc. Ils étaient en train de nous envoyer des photos de la soirée en nous disant c'est vraiment de la merde, etc. Donc quand mes amis m'ont dit ça, je leur ai dit vous inquiétez pas, mon mec m'a parlé toute la soirée. Je pense pas qu'il m'aurait trompé à cette soirée alors que toute la soirée on était en FaceTime et on était par message, on s'écrivait tout le temps. Eh bien si, ne pensez pas que parce que vos mecs vous répondent, ils ne vous trompent pas. Ne croyez jamais ça. Honnêtement, je misais rien sur Arthur et Rosanna, ils ont réussi à tenir et je trouve ça super dommage que ça soit terminé maintenant. Peut-être que ça pourra s'arranger avec le temps, je ne sais pas. On a aussi Solène et Mathieu qui se sont rencontrés sur le tournage, qui se sont mis ensemble, mais on n'a eu aucune nouvelle des deux depuis la fin de l'émission, donc je pense qu'ils ne sont plus ensemble. Et enfin, Jade et Kitty sont aussi célibataires. Il me semble que j'ai oublié personne ou presque, mais dans tous les cas, je vous ai vraiment parlé des couples les plus importants et emblématiques de l'émission. Maintenant que c'est terminé, je vous laisserai me dire pour celles et ceux qui ont regardé qui ont été votre candidat, vos candidats, votre couple préféré. Moi perso, j'ai vraiment été bercé par Laura et Lucas et Jérémy Benjamin, mais également Rosanna et Arthur pendant toute l'émission. Et aujourd'hui, je pense que je vais continuer à en suivre certains et certaines sur les réseaux sociaux parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que la nouveauté de ces candidats a vraiment apporté de la fraîcheur et quelque chose d'assez authentique à la télé-réalité, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc je vous laisserai me dire votre pensée par rapport à ça et nous passons à la suite.
Ilona fait pas mal parler d'elle ces derniers temps, je voulais vous faire un petit point. On le sait, déjà ça fait quelques semaines qu'elle s'est remise avec Paul André. Après avoir dit ne pas être capable de le pardonner, il semblerait qu'elle ait réussi. Sur Instagram, elle avait posté une photo magnifique des deux, etc. Et elle avait écrit en légende « À toi mon âme sœur, je te pardonne et je sais que tu me pardonnes aussi. À nous et notre amour éternel, nous recommençons à zéro et une vie magnifique à deux nous attend. » Ilona avait souligné que c'était important de savoir pardonner à condition que la personne en question le mérite et qu'on soit prêt à le faire, et ce, quelle que soit la cause de la séparation. Je réagis en disant que c'est quelqu'un d'extrêmement fort. On a aussi ouvert un débat sous mes commentaires par rapport à cette actualité et je voulais réagir du coup en donnant un petit peu les réponses des gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça dépend vraiment en fait de ce qui s'est passé, la question du pardon, qu'il est possible de pardonner mais que ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend de la quantité d'amour aussi qu'il y a dans le couple, ça dépend de la personne qui est en face, ça dépend du style d'erreur, etc. Et du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord avec ce que moi je pensais, qui disaient ça, tout simplement que ça dépend et qu'on peut pardonner. Il y en a d'autres qui sont très catégoriques et qui ne pardonneraient jamais. Et enfin, il y en a qui seraient capables de pardonner la moindre erreur. Donc en vrai, je pense que ça dépend vraiment de son seuil en fait, de tolérance, de pardon, etc. Et que on peut pas mettre une échelle en disant ça c'est pardonnable, ça l'est pas, de manière générale. Et je pense que ça dépend vraiment des personnes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne parlons pas du tout d'elle pour de l'amour, mais pour une autre raison. Comme le rapporte Blasting News, elle partage régulièrement des photos d'elle, des stories d'elle, des vidéos dans ses tenues, en se montrant maquillée, en se montrant démaquillée. Franchement, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ilona est très cash en fait, elle est très transparente et la candidate reçoit beaucoup d'amour, mais pas seulement, il y a aussi des personnes qui la critiquent et aussi qui la soupçonnent d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Ilona répond souvent aux critiques et pour le coup, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a répondu en story en disant « Bon, s'il vous plaît, il faut comprendre une bonne fois pour toutes, je n'ai jamais refait mes seins et tous les étés quand ils poussent, vous me faites les mêmes réflexions. » Et en fait, ce que Ilona explique, c'est que les seins, enfin du moins les siens, rétrécissent en hiver et grandissent en été. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, je vous laisserai me dire ça dans les commentaires. Et en fait, elle en parle à sa communauté quasiment tous les étés parce que tous les étés, on lui fait les mêmes remarques et on lui dit qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique, chose qui serait visiblement pas vraie. Mais je fais un parallèle parce que ses dents par exemple elles ont été refaites et ça aussi c'est critiqué. Aussi elle est critiquée parce qu'elle est trop maigre selon certaines personnes. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur la critique du physique encore et encore et encore, peu importe les candidats, et je trouve ça vraiment dommage et je pense que ça doit être si lourd d'être épié quotidiennement et de devoir se justifier sur absolument tout. Quoi qu'il en soit, je terminerai par dire que moi je trouve que c'est une femme magnifique et que si elle se sent bien dans son corps sans chirurgie, tant mieux. Si elle se sent bien dans son corps avec de la chirurgie qu'elle peut faire possiblement dans le futur, tant mieux également, le temps qu'elle n'incite pas ou du moins qu'elle n'en abuse pas et que elle prône les bonnes choses. Moi je pense que c'est juste ça qu'on doit retenir. C'est une influenceuse, c'est pas quelqu'un qu'on a dans notre entourage et je pense qu'on est personne pour lui dire je te trouve comme ça, je te trouve comme ça, sauf évidemment avec du respect. On peut donner des avis lorsque la personne te dit comment est-ce que tu trouves ma tenue, tu peux dire c'est à mon goût, c'est pas à mon goût, mais de là aller dire aller critiquer quelqu'un et lui coller vraiment l'étiquette de ah si je sais que t'as fait de la chirurgie, c'est sûr, parce que tes seins ont grossi et moi je t'ai vu en hiver et t'étais pas comme ça. On connaît pas la personne, on sait pas comment son corps fonctionne, etc. Et la preuve en est qu'elle a dit elle-même que ce n'était pas le cas. Je sais, je suis lourd avec tous mes messages de arrêter de critiquer, etc. Mais moi c'est ce que je pense et c'est ce que je veux prôner sur ma chaîne, donc je continuerai de le faire tout simplement. Avant-dernière actualité, nous parlons de Nabila et encore une fois du petit Naël. Je pense que vous avez vu l'affaire qui se passe en ce moment. On ne peut pas passer à côté suite à cette fameuse balle au thorax. Beaucoup de personnalités ont réagi comme je vous l'ai déjà dit. Ici, je voulais parler de Nabila. En effet, elle s'est fait connaître via la télé-réalité et maintenant c'est une icône des réseaux sociaux. Elle est très suivie et elle exprime souvent son opinion et son point de vue par rapport à des sujets de société. Sans langue de bois, elle dit vraiment tout. Et quand le jeune Naël de 17 ans a été tué ce mardi 27 juin, elle a pris son téléphone et elle s'est exprimée à ce sujet. Elle a exprimé son dégoût quant à cette situation. Elle dit qu'elle est triste, elle dit qu'elle est déçue et elle dit qu'elle est très remontée contre les forces de l'ordre et elle a partagé des posts qui sont en lien avec ce qui s'est passé en y ajoutant des emojis en train de vomir. Donc une façon, je pense, de montrer le fait qu'elle est vraiment écœurée et dégoûtée de la situation. Ce n'est pas tout, elle a également dit qu'elle avait du mal à allumer son téléphone sans se sentir mal vis-à-vis de la tournure des événements et c'est vrai que ce qui se passe en France me fait peur et je ne suis pas le seul.
J'ai aussi des collègues qui sont sur les réseaux qui vont de moins en moins sur les réseaux en ce moment parce qu'en fait, dès que tu ouvres ton téléphone, tu vois tout ce qui se passe en France et c'est vrai que ça peut être super anxiogène. Donc si jamais vous êtes victime d'anxiété, si vous souffrez d'anxiété, si vous n'aimez pas les situations anxiogènes, je vous conseille d'enlever votre téléphone ou du moins de ne pas aller dans les news pour le moment parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur des choses qui sont quand même assez graves. Quoi qu'il en soit, Nabila s'est exprimée un petit peu plus en profondeur et ça n'a pas vraiment plu. Elle a posté une photo en story Snapchat sur laquelle elle fait comprendre à sa communauté que la situation en France l'énerve et que pour elle, son pays est devenu profondément raciste et franchement, comme vous le voyez à l'écran, elle l'a exprimé de manière assez directe. Évidemment, vous vous en doutez, cette photo, elle n'a pas eu un effet positif envers les retours qu'il y a eu par rapport à celle-ci parce qu'elle fait vraiment une généralité en disant que son pays, donc la France, est devenu un pays raciste. Elle s'est défendue, elle a publié une autre story sur Snapchat en prenant la parole, en disant qu'elle est française, que la liberté d'expression, on a le droit de l'utiliser et honnêtement, c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle aurait dû peut-être préciser que c'est pas une généralité, elle est suivie par des millions de personnes, évidemment que ça allait faire réagir. Elle a été accusée de généraliser en fait ce qu'elle a dit, alors que Nabila, elle, selon elle, dénonce un dysfonctionnement qui est présent dans notre pays. Elle a aussi mis en avant le fait, et je cite, que l'ONU a évoqué des profonds problèmes de racisme au sein des forces de l'ordre en France. Je vous laisse regarder. Si je suis française, je suis née en France, ma mère est française, ma famille est française, mon père est algérien qui est né en Algérie. Peu importe, ça n'empêche pas que j'ai le droit de dire ce que je pense. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les gens, voilà. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et moi, c'est ma manière de m'exprimer, donc j'ai aussi le droit de penser ce que je veux. Et je suis pas la seule à le penser puisque l'ONU, les Nations Unies, qui est quand même une des plus grandes organisations mondiales, l'a aussi souligné. Donc voilà, c'est le fond de ma pensée. Bien entendu, il ne faut pas généraliser, encore une fois, mais c'est ce que je pense, c'est tout. Je terminerai par vous dire que moi je pense qu'elle a bien fait de prendre la parole, qu'elle fait bien en fait de montrer des choses qui se passent. Après peut-être que la forme était un peu à revoir, mais elle est très cash, elle est très, j'ai pas envie de dire impulsive, mais elle va dire ce qu'elle pense comme ça. Et par conséquent je pense que c'est pour ça que c'est sorti comme ça. Mais je pense qu'elle a raison de prendre la parole et de prendre ce genre de prise de position. Peut-être que ça peut mettre en avant un problème qui est beaucoup plus généralisé en France pour le coup, comme oui le racisme chez les forces de l'ordre, mais aussi tout le racisme et les inégalités qu'il peut y avoir dans le pays actuellement. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de mettre en avant ce genre de message et pour une fois d'utiliser sa parole pour mettre en avant ses causes et ses combats. Je vous laisserai me dire votre pensée par rapport à ça dans les commentaires, mais c'est vrai que moi pour le coup je soutiens le fait de prendre la parole par rapport à ça. On termine hors télé, je voulais vous parler de Céline Dion, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça un petit peu aberrant, ce sont des choses qu'on fait parler dernièrement, elle et son fils. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé dans Mix the Tea cet automne, en 2022, elle a fait une annonce super triste, elle est atteinte du syndrome de stiff person, et en fait c'est un trouble neurologique qui est assez rare et qui s'attaque aux muscles du corps entier, donc elle a du mal à se déplacer, la maladie l'empêche de se produire sur scène, et limite vraiment ses déplacements, je vous en avais parlé dans une émission, on en avait vraiment expliqué ce que c'était. Mais ce n'est pas tout parce qu'en plus de ça, Céline Dion en ce moment elle est très inquiète pour son fils qui s'appelle René Charles. C'est un jeune homme de 22 ans qui est en train de dilapider toute la fortune de sa mère parce qu'en fait il est en train d'utiliser pas mal d'argent, il a été repéré plusieurs fois dans des salles de casino et il faut savoir qu'il n'a jamais travaillé. C'est donc l'argent de sa mère. René Charles est quelqu'un qui n'a pas eu une vie très facile, notamment dû à la notoriété de ses parents parce qu'en effet dès le plus jeune âge il a été exposé, donc il a souffert de paparazzi. Il a eu une enfance gâtée mais qui n'est pas forcément bonne pour lui et pour son développement. J'ai envie de dire qu'on a vu ça pas mal de fois avec les enfants stars et depuis le décès de son père, il a bien changé. Il était à fond dans le sport, il adorait le hockey sur glace, il était inscrit, il est toujours inscrit à l'université, il avait vraiment pas mal de projets, mais finalement tout ceci est tombé à une addiction de jeux d'argent, toujours plus d'argent et s'amuser. Je fais un petit parallèle évidemment, faites attention aux jeux d'argent, ça peut vraiment comme ici devenir une addiction et transformer votre quotidien et pas que dans le positif. On apprenait qu'il pouvait miser jusqu'à 1 million de dollars par soir et qu'il s'était offert une Mercedes-Benz AMG de classe G63 pour la somme de 300 000 € avec l'argent de sa mère. Vous vous en doutez, vu son état de santé, Céline Dion n'est pas capable de pouvoir vraiment faire quoi que ce soit pour le contrer et surtout elle a besoin de son fils qui lui ne l'aide pas beaucoup. Il va à l'école quand il y va avec sa nouvelle voiture et sinon il est simplement en train de miser des sommes d'argent. Il y a des proches qui ont révélé qu'il ne faisait pas grand chose de ses journées, qu'il préférait plutôt se prendre en photo que de travailler sur des projets, sur un avenir ou quoi que ce soit et par conséquent c'est quelque chose et une situation qui est assez inquiétante dans la famille et j'espère que ça
ça va pas en pâtir sur la santé de Céline Dion. Je sais que vous aimez bien quand je parle hors télé, donc je voulais vous rajouter ça et je trouve ça super triste pour Céline qui doit se sentir impuissante et qui ne doit pas savoir quoi faire. Voilà tout le monde pour votre premier STT de la semaine, la vidéo du lundi qui fait vraiment suite à celle d'hier pour le coup. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker juste en dessous, de vous abonner et de commenter avec le hashtag STT en me disant un petit peu ce que vous avez pensé des actualités, de mon look également parce que j'adore ce petit pull que je pense que je vais mettre pour MTT ce dimanche. Il est très doux, j'adore, c'est un doudou littéralement. Bref, on va pas commencer à parler de look. Je vous laisse ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Comme d'habitude, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien à toutes les personnes, surtout en ce moment dans les grandes villes en France. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité et prenez grand soin de vous.